à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, c'est le premier officiellement sur cette chaîne. Je vous parlais un peu de livres dans mes vlogs, mais là c'est vraiment un format spécial donc pour mes comptes rendus lecture. Et on va faire les livres que j'ai lus pendant le mois de la fantaisie. Alors à la base il y en avait 12, je vous invite à aller voir ma vidéo pile à lire, donc je vous la mettrai en partie plus information et dans le i si j'oublie pas. Donc 12 livres, évidemment en un mois c'était impossible de les lire, bien que j'avais pris des mangas, j'avais 2 mangas et des tomes assez petits. Mais quand même, c'est compliqué, hein. J'ai une vie assez, enfin des journées assez chargées, donc c'était clair que je pouvais pas y arriver. Sur les 12, j'en ai lu 7. C'est déjà pas mal, dont 2 mangas, c'est un peu triché, mais quand même, 7 sur 12, je suis plutôt contente. Donc bien sûr, les autres seront lus un peu plus tard, il y en a qu'un que je ne lirai pas, parce que je n'y arrive pas. J'ai essayé, hein, je l'ai pris, j'ai recommencé à lire le début et je sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de le lire ce livre, c'est un truc de dingue, hein. C'est le seul livre qui me fait ça pour l'instant, c'est Elric, donc Elric que j'avais du coup en format poche. Je vais déposer les livres en boîte à livres. Ça fait des années que je les ai, alors j'ai pas toute la saga, hein, j'ai les premiers, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Et je me dis que au pire, j'ai un de mes potes qui a les bouquins et donc je lui piquerai si un jour j'ai envie de les lire. Mais même lui m'a dit que c'était un peu spécial, un peu difficile, donc j'ai vraiment pas envie de les lire. En plus je suis allée voir les avis sur Livre Addict, ça m'a donné encore moins envie. Je vous jure, quand j'ai ouvert, je me forçais à lire les lignes et ça passait pas, donc ils partiront en boîte à livres. Les mangas, rapidement, j'ai lu The Promised Neverland, le tome 2. Je vais rien vous dire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire déjà de base d'un manga, mais c'est surtout que celui-là, il faut vraiment rien dire. Alors déjà c'est un tome 2, donc je peux rien vous spoiler, mais en plus le tome 1, moi quand je l'ai lu, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, à part que ça se passait dans un orphelinat. Et je suis vraiment tombée sur le cul quand j'ai découvert en fait ce qui se passait. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc je vous invite à le découvrir et je vais pas vous en dire plus. Mais le tome 2 en gros, c'est un peu un tome un peu transition. Je l'ai trouvé un petit peu long par rapport au premier, ça m'empêchera pas de lire la suite, ça c'est sûr. Mais voilà, il y avait quelques longueurs et ils sont en train de mettre les petites choses en place, donc c'est pour ça qu'il était moins piquant, moins intéressant que le tome 1. Ensuite j'ai lu Platinum End, le tome 1. Alors c'est l'histoire de Mirai qui se suicide. Voilà, ça commence bien, c'est gai. Mais en fait, avant d'atterrir sur le sol, il va être sauvé par un ange, et en fait on découvre que plusieurs personnes comme ça ont été sauvées par des anges, et ces anges vont guider ces humains dans différentes épreuves pour devenir le nouveau dieu. Voilà, ça m'a pas emballé plus que ça, surtout qu'il y a des dessins qui sont un peu particuliers, j'adhère pas trop, voilà, ce genre là, l'histoire... Franchement, sans plus, j'essaie de vous montrer d'autres... Il est pas si moche que ça, mais... Enfin, non, pas du tout, il est pas moche en fait. Mais c'est... J'aime pas trop le style en fait. Et je le lirai que si je tombe dessus... Si je tombe dessus sur des tomes d'occasion en fait. J'irai clairement pas les acheter dans le commerce parce que l'histoire me botte pas plus que ça. Ouais, je suis pas emballée, c'était pas mauvais, mais je suis pas emballée, franchement ça sera clairement pas une priorité dans mes lectures. Il nous reste donc 5 romans, 4 que j'ai bien aimés et le 5e qui est une grosse déception. Du coup on va commencer par celui-là, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. C'est Cœur de loup, écrit par Catherine Rundell aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, point positif, je vais lui en donner un quand même. Non, pas que, c'est faux. J'ai des points positifs à dire, mais déjà... Le travail éditorial est chouette, on a vraiment une très jolie couverture et à l'intérieur c'est ponctué vraiment régulièrement d'illustrations. Alors attendez, dans ce sens là c'est un peu compliqué. Vous avez vraiment de jolies illustrations à l'intérieur. Alors c'est un très jeunesse, hein. Vraiment c'est vraiment pour les enfants, et même c'est pour les enfants pour environ 10 ans. Mais je trouve que mine de rien la narration n'est pas pour eux. Je m'explique. Moi j'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce livre, et en fait je ne suis jamais rentrée dans ce livre, je l'ai subi jusqu'à la fin, non pas à cause de l'histoire,
quoique on va y revenir un petit peu, mais c'est la plume de l'auteur qui m'a extrêmement dérangée. En fait, moi quand je lis un livre, comme beaucoup je pense, je m'imagine les scènes, je me représente les personnages, je le vis en fait dans ma tête, et là c'était tellement entre guillemets difficile à comprendre qu'il y a des fois je me disais mais je dois me représenter quoi, je suis paumée. En gros c'était ça. Le début, c'est le début qui a été vraiment le plus... quand je dis difficile c'est peut-être un peu fort. Bref, vous m'avez compris. C'est le début qui est le plus difficile, après on s'habitue un peu à la plume de l'auteur et on arrive un peu à passer outre. Mais c'est vrai que le début, moi il m'a vraiment buté. Et je me suis vraiment dit, mais est-ce que c'est pour les enfants? Parce qu'il y a des fois je me dis, mais je n'ai pas compris en fait ce que j'ai lu. Je suis vraiment revenue sur des passages en me disant, mais attends, mais j'ai pas compris là. Parce que sa narration est un peu, on va dire, chaotique. C'est-à-dire que on va partir dans une description ou même dans un dialogue, tout se passe bien, et d'un seul coup, eh bien on comprend plus rien. Parce que, en fait, en gros, on était installé dans ce dialogue, dans cette description, et en fait, d'un seul coup, mais ce qui est vraiment la suite, en fait, techniquement, de l'histoire, c'est... On a comme si on était arrivé au bord d'un précipice et changement de direction. Ça fait vraiment cet effet-là en fait quand on lit. C'est ça, il y a des enchaînements vraiment bizarres, mais c'est même pas des enchaînements de différentes scènes comme pourrait être par exemple un enchaînement de chapitres ou je sais pas. Là c'est un enchaînement dans l'action qui est en train de se passer qui n'est pas du tout logique. C'est chaotique, c'est incohérent. Les dialogues sont vraiment bizarres. En gros c'est ça, c'est cette narration qui n'est pas du tout fluide, qui est vraiment chaotique. C'est comme si en fait dans la tête de l'auteur il y avait un truc qui popait comme... Enfin alors, moi ça m'arrive, c'est que je pense à un truc et d'un seul coup j'ai un truc qui me vient en tête et j'y pense à ce moment là. Et j'ai l'impression que c'était ça, c'est à dire que pouf, dans la tête de l'auteur il y a un truc qui a popé, ah bah tiens je vais le mettre là. Non, mais non, continue sur ta lancée, t'étais bien parti. Et c'est ça qui moi m'a empêché vraiment de rentrer dans l'histoire. C'est vraiment ce manque de fluidité dans la narration, et c'est pour ça que je trouve que c'est difficile pour les enfants, surtout qu'il y a des termes qui sont pas spécialement évidents sur le début. Après je vous dis que c'est vraiment le début qui je trouve est compliqué pour ça. Et je le trouve... Il est très jeunesse dans l'histoire, mais je trouve que dans la narration il ne l'est pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je vous ai même pas fait le résumé, donc on va suivre, je sais même plus son prénom, Féodora, qui vit en Russie parmi les loups, parce qu'en fait sa mère recueille les loups que les riches en gros ne veulent plus, parce que les loups en fait étaient comme des animaux de compagnie, on leur apprend à faire des courbettes et tout, enfin la cour, non, dans les réceptions c'est super sympa, et sauf qu'un jour ça mord, ça griffe, etc. Donc on les abandonne, donc ça arrive, enfin ils arrivent chez notamment la mère de Féodora qui leur apprend à chasser, enfin avoir de nouveau des instincts, comment dire, naturels pour pouvoir les relâcher. Et globalement un jour ça se passe mal, il y a l'armée du Tsar qui vient qui dit il faut tuer les loups, évidemment elles disent non et sa mère se fait emprisonner. Et donc Féodora va partir à sa recherche pour la secourir. Cette héroïne Féo, je l'ai trouvée vraiment pas attachante, pas sympathique, j'avais qu'une envie c'était de lui mettre des claques. Clairement je la trouvais pardon, je la trouvais limite désagréable en fait dans sa manière de parler. Le petit garçon qui l'accompagne, je sais même plus son prénom, pour vous dire à quel point ce livre m'a marqué d'un point de vue personnage. Le petit garçon qui l'accompagne est je trouve beaucoup plus attachant, elle pas du tout. Et donc Féo et ce garçon vont partir à l'aventure avec les loups et en fait cette aventure est tellement invraisemblable en fait. Alors déjà comment ça se passe avec les loups, de ce que en fait Féo nous disait au début. Ok, il y a des facilités scénaristiques, admettons, mais j'avais l'impression en fait d'être dans un mauvais film où quoi que fasse le héros, il y a toujours le méchant qui lui tombe dessus. Alors que, nombre de fois moi je me suis fait la réflexion, mais c'est quand même pas compliqué de se cacher, voilà. Là, dans l'immensité de la Russie, avec de la neige qui tombe, donc des traces qui sont effacées, non, le méchant arrive toujours à tomber sur eux. Je trouve ça invraisemblable, alors que le méchant ne savait pas où elle allait ou quoi que ce soit.
C'était vraiment très gros, c'était improbable. Et arrive la fin, parce que ça aussi il faut quand même le notifier, cette fin est bâclée, elle est vraiment mais expédiée, elle est j'allais dire irréalisable, oh là là. En gros cette fin est pas logique, c'est vraiment trop facile. Je veux bien qu'on soit sur de la jeunesse, mais quand on a passé autant de temps à entre guillemets mettre en place une histoire et à la fin c'est limite on te met un coup de pied là histoire de dire allez on termine le bouquin, non, là la fin vraiment pas, vraiment pas. Mais franchement c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire, parce que comment dire, le thème c'est un thème d'aventure, il n'y avait pas de souci, ça aurait pu être très bien mené. Les messages sont hyper intéressants, surtout pour des enfants. On nous parle du respect des animaux, du respect de la nature. L'héroïne Féo, elle parle de la neige comme d'une personne, donc il y a vraiment tout, on met vraiment en place tout au long du récit ces notions de respect de la nature et respect des animaux, mais c'est gâché par cette narration. Voilà, je suis vraiment déçue de ce livre. Il y avait quelque chose à faire, mais ça a mal été amené. Voilà, c'est mon ressenti. Je suis désolée pour ceux qui l'ont aimé, mais pour moi clairement c'est un gros flop. Allez, on enchaîne avec les romans qui se sont mieux passés, et tout d'abord on va faire Grisha, le tome 1 de Lise Bardugo aux éditions Milan. Alors je n'ai pas encore vu la saga Shadow and Bones, j'attends de lire Six of Crows pour ça. J'ai d'autres livres à lire avant. Je ne vais pas vous parler dans cette critique du tome 2 et 3 de Grisha que j'ai lu. Je vais essayer de me contenter de vous parler du 1 et je vous parler du 2 et 3 dans une autre chronique. Alors j'en ai parlé en vlog hein, si jamais vous voulez regarder. Parce que, spoiler alert, je n'ai pas vraiment aimé le 2 et le 3. Le 2 passe encore et encore, mais j'ai pas aimé le 3. Par contre j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc on va suivre Alina qui se découvre être une Grisha en fait. Donc les Grishas ce sont des personnes qui ont entre guillemets des pouvoirs. Ils appellent pas vraiment ça comme ça, mais voilà, il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs, qui peuvent manipuler. Je crois que techniquement ils expliquent ça, en fait ils peuvent manipuler en gros les cellules, les atomes et tout, et faire en sorte que ça fait des pouvoirs. Donc Alina elle est l'invocatrice de lumière et elle va être prise sous l'aile du Darkling. Elle va devoir apprendre à maîtriser son pouvoir. C'est voilà, globalement le tome 1 ça va être ça, elle va vraiment découvrir son pouvoir. En fait il y a du pour et du contre dans ce bouquin. Il est très agréable à lire, la plume de Lise Bardugo est géniale, ça y a aucun souci, ça se dévore vraiment. Par contre c'est globalement hyper prévisible, que ça soit dans ce tome ou dans les suivants, même si on a des petits rebondissements par-ci par-là, c'est quand même assez prévisible. Et là quand j'ai commencé à lire ce tome 1, dès le début je me suis dit ok, ce personnage il va finir comme ça, eux il va se passer ça, enfin ça se voit limite comme le nez au milieu de la figure, vraiment c'est très prévisible. Mais bon, même si c'est prévisible, on passe clairement un très bon moment. Alors je me rends compte que c'est très difficile de vous parler de ce tome sans empiéter sur le tome 2 et 3. En fait je pense qu'il faudrait que je fasse un update sur globalement la saga Grisha, et je pense que je vais faire ça, je vais pas m'étendre plus que ça ici. Parce que y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur la suite et vraiment sur le global, sur les personnages en fait, sur toute la saga. Parce que ne serait-ce que pour le Darkling là, moi par exemple c'est un personnage que j'adore. Je trouve que c'est un personnage qui a vraiment une personnalité forte, il y a tout un travail qui est fait derrière sur ce personnage. Mais il n'est pas assez abordé et pas assez exploité. Lise Bardugo a fait vraiment un super truc avec lui, mais voilà, il manque quelque chose. Ouais, je vais plutôt faire un update lecture sur la saga Grisha dans une prochaine vidéo, ça sera franchement plus simple, mais en tout cas le tome 1, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Au service de Sa Majesté la Mort, donc c'est le tome 1, L'Ordre des Revenants de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. On est à Londres en 1887, en pleine époque victorienne. Elisabeth, témoin gênant, est assassinée. Elle va être ressuscitée par Charon, Charon qui dans la mythologie grecque est le passeur du Styx, donc ressuscitée par Charon pour servir Sa Majesté la Mort. Donc elle va intégrer les rangs des revenants et leur but ça va être de traquer en fait toutes les personnes qui défient la mort.
En fait, à leur naissance, chaque personne a un contrat avec la mort. En gros, dans ce contrat, il y a marqué que on va mourir tel jour, de telle manière. Et certaines personnes, via le vampirisme, via le vaudou, voilà, vont en gros défier la mort, et le but des revenants, ça va être de tuer ces personnes pour que la mort reprenne son cours. Je ne m'attendais pas à être autant charmée par cette histoire. L'intrigue est prenante, l'histoire est rythmée, les caractères, non pas les caractères, les personnages ont des caractères bien marqués, mais ils sont tous attachants, on a envie d'en savoir plus sur eux, on a envie d'en savoir plus sur l'histoire. En fait, le seul petit bémol, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est court, il fait exactement 310 pages en comptant le petit épilogue qui fait 2 pages. On a envie d'approfondir plus les personnages, notamment, comment il s'appelle, c'est celui qui chapeaute, c'est Turner je crois, celui qui chapeaute justement Elisabeth dans son apprentissage parmi les revenants. C'est pareil, là c'est vraiment un tome introductif où Elisabeth découvre ce monde et va découvrir d'ailleurs son obol, je crois qu'on prononce comme ça, son pouvoir en fait spécifique, parce que quand Charon les ressuscite, il leur donne à chacun un pouvoir spécifique, donc là elle le découvre seulement, donc il va falloir qu'elle apprenne à le maîtriser, donc c'est vraiment un tome introductif. Et ouais, moi j'ai clairement envie d'en savoir plus, et du coup j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour ça. Non franchement je vous le conseille, en plus il se dévore mais super vite, si vous le lisez pas d'une traite vous avez vraiment envie d'y retourner. Les Royaumes de Feu, le tome 1, la prophétie de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est pas un coup de cœur, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que le début a été un petit peu longué. Donc on va suivre les dragonnets du destin. Alors c'est au royaume de Pyria. Ce royaume de Pyria, c'est un royaume en fait où il n'y a que des dragons. C'est un royaume en guerre et il y a 5 dragonnets qui dans la prophétie sont censés sauver le royaume. Donc on va suivre ces dragonnets. Alors il y a un tome par dragonnet, donc là on va suivre le point de vue d'Argile. Le tome 2 on suit le point de vue de Tsunami, et vu qu'il y en a 12, je crois qu'à chaque fois on va suivre des points de vue de dragons qui en gros se greffent à l'histoire. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, on va suivre à chaque fois le point de vue d'un dragon. Alors pour ceux d'après, je ne sais pas, je pense, hein, vu rapidement les couvertures, de ce que j'ai aperçu, ça a l'air d'être ça, on continue à suivre un point de vue à chaque fois dans chaque tome. Donc je vous disais que j'avais eu du mal à rentrer dans l'histoire, non pas que la narration était mauvaise, bien au contraire, c'est bien écrit, c'est fluide, mais le début en fait était un petit peu lent parce que c'était le moment où on découvrait les dragonnets. Donc voilà, quelques longueurs, il se passait pas grand chose, normal c'est la mise en place, et je trouvais les dragonnets un peu tête à claque parce que ils sont tout jeunes. Et du coup il y a ce côté vraiment infantile, infantile vraiment un peu trop, qui me dérangeait. D'ailleurs dans la suite, ce côté voilà puéril c'est un peu péjoratif, voilà, ce côté insouciance infantile, amitié infantile, etc. Je pense que ça peut gêner pas mal de lecteurs qui sont habitués à plus de l'adulte, parce que cet aspect est vraiment marqué dans le livre. Voilà, ils sont jeunes et ça se voit dans leur comportement, donc c'est vrai que ça peut gêner, je comprends. Moi ça m'a juste gêné au début. Après quand on est conscient que voilà ce sont des gamins, clairement ça passe mieux. Du coup passé ce moment où j'avais envie de les claquer, et bien finalement je me suis attachée à tous les dragonnets. C'est comme dans Au service de Sa Majesté la Mort, ils ont tous vraiment des caractères hyper bien marqués, vraiment différents chacun, et je me suis attachée à tous, bien qu'au début et il y en a certains, je me dis mais je vais les subir tout au long de l'histoire, et en fait non, pas du tout, je les ai tous aimés. Même ceux qui viennent se greffer, voilà, au début on a un petit peu le toi je vais te détester, tu vas me saouler, et en fait non, ça se passe très bien. Je vous dis, la plume de Sutherland est très bien faite pour ça. Franchement c'est hyper agréable à lire. Pour un jeunesse, je le trouve quand même sanglant. Cœur de loup, je vous l'avais pas dit, mais on est plus sur un univers noir sombre. Là on est clairement sur du sang. Sans trop vous spoiler, on va être à un moment dans une arène, ça se trucide, vraiment, littéralement, c'est sanglant, c'est cruel. C'est aussi cruel d'un point de vue, comment dire, comportement entre les dragons, sans aller vers la mutilation ou la mort.
Il y a vraiment des actes ou des paroles qui sont vraiment cruels, donc mine de rien c'est pas très doux hein, pour un jeunesse. Il y a un univers aussi qui est très intéressant et qui va du coup être développé dans les prochains tomes parce que chaque dragonnet est un dragon d'une espèce différente. En fait là on va découvrir Argile qui est un dragon de boue et donc on va découvrir les dragons de boue, donc il y a vraiment toute une mythologie particulière sur ces dragons, donc il y a vraiment des histoires qui sont mises en place en gros mythologiquement et je trouve ça super sympa, c'est un univers vraiment qui est riche, qui est approfondi. Ouais, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et j'ai le tome 2, je pense que je vais me le lire cet été. On va terminer avec La Légende des 4, le tome 1, Le Clan des Loups, par Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc ça c'est Clan des Loups, en fait on a 4 tomes, à chaque fois on va suivre un clan différent, enfin on va s'axer plus sur le leader, non c'est faux, le futur leader du clan. Donc on a le clan des loups, le clan des tigres, le clan des serpents, le clan des aigles. Donc on va suivre 4 jeunes yokai. Les yokai ce sont des humains qui peuvent se transformer en animaux, donc se transformer en loup, en aigle, en serpent, en tigre, vous avez compris. En fait ils vivent au milieu des hommes. Les hommes savent que ce sont des yokai, ils sont craints d'ailleurs pour ça, et les clans de yokai se détestent. Alors c'est pas la guerre entre eux, parce qu'il y a en gros un cessez-le-feu, mais faut pas que ça se titille trop, sinon ça va partir à la guerre. C'est un peu un tome introductif où on met en place vraiment tout ce que sont les yokai, les différentes relations qu'ils peuvent avoir entre eux et tout, alors sachant que vraiment on suit les héritiers de chaque clan, donc c'est pas vraiment... On est un peu dans les clans mais en fait on va vraiment suivre ces 4 jeunes en particulier. Ça va partir un peu à l'aventure, début d'une guerre, voilà, je vais pas en dire plus. Disons que l'intrigue n'est pas exceptionnelle, c'est du déjà vu. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je l'avais mis, je crois, dans la romance, dans la catégorie romance du challenge, parce que je me dis, vu le titre et vu un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, c'est obligé qu'il y ait un peu de romance. Effectivement, légèrement, ça va se développer dans les tomes d'après, mais il y a la petite flamèche là qui va démarrer le feu. Ça scie très bien, ça se dévore, c'est fluide, il n'y a aucun souci, mais... il n'y a pas de surprise. Mais par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de surprise que je n'ai pas aimé le lire. C'est comme Grisha. Grisha, je savais où ça pointait, mais c'est très très agréable à lire. En fait, l'univers est classique, mais on est bien dans ce roman. Voilà, je vais dire ça. Classique, mais confortable. Le slogan pour un roman, classique mais confortable. Non, par contre, il y a franchement un petit point négatif que j'aurais à noter, c'est que la narration, ben, elle est un peu pauvre. En fait, narration, vraiment narration et dialogue, en fait les deux. C'est, ouais, je trouve ça un peu pauvre comparé par exemple au Royaume de Feu, où c'est vraiment un peu plus élaboré, même si on a l'impression d'être vraiment avec des gamins. La narration est beaucoup plus riche que ici, où même les dialogues... Bon, bah en fait, on dirait que je vous vends pas bien, mais si, en fait c'est très sympa à lire. C'est pas parmi mes préférés, clairement, je préfère Grisha au service de Sa Majesté la Mort ou Les Royaumes de Feu, mais c'est très agréable à lire aussi, c'est juste que il y a des livres qui vont être effectivement mieux écrits, beaucoup plus riches, mais c'est pas pour ça que vous allez passer un mauvais moment avec eux. Donc voilà pour cette update lecture de mes livres lus pendant le mois de la fantasy, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus, ou si vous avez envie de les lire, ou si au contraire du coup vous n'avez plus envie de les lire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!